All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, everyone. Juge présidente, bon après-midi à tous. Madame la greffier, Monsieur le greffier, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Bon après-midi, Madame la présidente. Situation au Darfour, Soudan, dans l'affaire le procureur contre Abdallah Banda Abaker Nourem. Référence de l'affaire ICC 02 05 03 09 et nous sommes en audience publique. La juge présidente, merci beaucoup. Monsieur le greffier d'audience, les présentations, s'il vous plaît. Nous commençons par le bureau du procureur. Merci, Madame la Présidente. Je suis avec le substitut du procureur Hélène Brady, substitut du procureur Bobodou, substitut adjoint Mazzarella, Catherine Donmore, chargée de l'affaire Carmen Garcia Ramos, et je suis adjoint au procureur, coordonnatrice principale des affaires juridiques, représentant la juge Nazat Khan, qui n'est pas présente aujourd'hui. Présentation de la défense, s'il vous plaît. La défense, je suis Chief Charles Ataleke Taku. Je suis avec mes collègues et co-conseils Thomas Oboff, gestionnaire du dossier Judith Akebe. Merci, Madame la Présidente. La juge présidente. Ils font quoi là-bas? General Banda is following the trial by video link from Khartoum. General, welcome, and I apologize for not mentioning your name earlier. I think your presence here today will also is very, very important, and for me in particular. I really cherish that you should be here and listen to your lordships by serving the prosecutor and the victims. Thanks. Tout ce qui se dira dans cette salle d'audience, je vous remercie. La juge présidente, la Chambre note la présence de M. Banda, 12 ans après son défaut de présentation. Je passe maintenant la parole aux représentants légaux des victimes. Les présentations, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Maître Hélène Cissé, conseil principal. J'ai avec moi Maître Jens Dickman, conseil associé, et Madame Evelyn Ombeni, case manager. Merci. La juge présidente. Merci, Maître Cissé. Je passe maintenant la parole au greffe. Madame la Présidente, Messieurs les juges, bonjour. Pour représenter le greffier aujourd'hui et en l'absence de Marc Dubuisson, directeur des services de la Cour, Charlotte Dahuron est accompagnée de collègues de l'unité de coopération judiciaire et du bureau du directeur. Merci. Thank you very much. Juge présidente, merci beaucoup. Cette audience se tiendra en session unique cet après-midi. Il s'agit d'une audience publique. Cette conférence de mise en état est justifiée par la décision de la Chambre quant à la requête du procureur de convertir le mandat d'arrêt en une citation à comparaître. Comme énoncé dans le paragraphe 29 de cette décision, la Chambre a instruit à l'accusation de faire notification publique de son retrait des charges, une notification motivée. Suite à la déclaration de l'accusation, les représentants légaux des victimes et la défense auront l'opportunité de faire des observations orales s'ils le souhaitent. J'insiste sur le fait que les parties et les participants doivent restreindre leur soumission et observation à la question de procédure
devant la Chambre cet après-midi, c'est-à-dire le retrait des charges par le procureur. La Chambre ne recevra pas des déclarations relatives aux questions substantielles de l'affaire. Ceci dit, nous passons la parole au procureur. Thank you, Madam President, Your Honours. Le procureur, merci Madame la Présidente. Messieurs les juges, je commencerai par une introduction et puis ma consoeur vous donnera un exposé des motifs. Madame la Présidente, Messieurs les juges, l'accusation se présente devant la Chambre aujourd'hui pour faire notification publique de son retrait des charges à l'encontre de Monsieur Banda. Une notification de retrait a été déposée ce matin. Nous le faisons parce que le procureur est de l'avis qu'il n'est plus possible d'avoir des perspectives raisonnables de condamnation et que la preuve s'est détériorée à tel point qu'elle ne démontre plus qu'il y a des motifs substantiels de croire que M. Banda a commis les crimes visés. Cette décision n'a pas été prise à la légère. C'est une décision entérinée par les obligations légales déontologiques qui sous-tendent le travail du bureau, ce bureau qui continue de travailler en toute indépendance, équité et dans l'intérêt de la justice. La Chambre préliminaire a confirmé les charges à l'encontre de M. Banda il y a 15 ans, en 2011. Le procureur, depuis lors, a continué de réévaluer le dossier de la preuve, épuisant toutes les pistes d'enquête raisonnables. Comme Monsieur Sachidanandan expliquera plus tard, cette affaire a été réexaminée en interne de manière minutieuse par le bureau. Cette décision est le résultat d'une analyse professionnelle exhaustive, un jugement avisé et en respect des obligations statutaires du bureau. Ayant procédé à cette évaluation, le procureur n'a plus la certitude que les charges sont étayées par la preuve ou qu'il pourra s'acquitter de la charge de la preuve requise au procès. Le procureur a obligation d'aller au procès uniquement s'il pense sincèrement et fermement que la preuve établit la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. De plus, le procureur a le devoir de ne pas créer un espoir de condamnation auprès des victimes. Et après avoir évalué attentivement les éléments à sa disposition, le bureau n'a plus la certitude de pouvoir obtenir une condamnation. Continuer dans ces circonstances ne servirait ni la justice, ni rendrait honneur aux victimes qui ont placé leur confiance en la Cour. Le procureur a pleine conscience de l'impact que peut avoir ce retrait sur les victimes et les communautés affectées. Le procureur prend également note de l'avis de la Chambre qu'on aurait pu aller au procès. Nous marquons cependant une divergence d'opinion respectueuse. Le statut de Rome confie au procureur la responsabilité indépendante de continuer d'évaluer la charge de la preuve pour chaque affaire et de ne passer au procès que si les normes légales et éthiques du bureau sont satisfaites. L'intégrité de la procédure pénale exige du procureur d'agir avec objectivité à toutes les étapes des procédures. Et à ce niveau, nous avons l'obligation d'aller au procès uniquement lorsque nous pensons que les crimes visés peuvent être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Notre devoir n'est pas uniquement de poursuivre, mais de nous assurer que ces poursuites sont faites lorsqu'elles peuvent être soutenues de la meilleure manière. Pour ces raisons, le procureur retire les charges à l'encontre de M. Banda. Je passe la parole à M. Sachidanandan.
Madam President, Madame la Présidente, Messieurs les juges, conformément à vos instructions, je vais énoncer les raisons qui sous-tendent le retrait des charges du procureur à l'encontre de M. Banda. Je vous parlerai des principaux faits nouveaux en matière de la preuve et des raisons pour lesquelles le Bureau insiste que la continuation de cette affaire ne sera plus conforme aux obligations qui incombent au procureur en vertu du statut de Rome. Vous vous rappellerez qu'une fois que les charges ont été confirmées, les procédures ont avancé au niveau du procès. Le procès devait commencer en 2014. Cependant, M. Banda n'a pas répondu aux citations à comparaître délivrées par la Cour. La Chambre de première instance a donc délivré un mandat d'arrêt en septembre 2014, mais M. Banda n'a pas été placé sous la garde de la Cour. Malgré que M. Banda n'était pas en détention, le Bureau a continué de remplir ses obligations en vertu du statut de Rome, continué de mener des enquêtes sur les circonstances à charge et à décharge, à garder le contact avec les témoins lorsque cela était possible et à continuer de réévaluer la preuve pour l'affaire. Madame, Messieurs les juges, pendant ces réexamens, plusieurs zones problématiques ont été identifiées. Principalement, un aspect essentiel de la thèse du procureur, à savoir si M. Banda avait connaissance des circonstances factuelles qui établissent la nature illégale de l'attaque visée. Et il a été conclu ce qui suit. Nous avons perdu le témoin P0441. Vous vous rappellerez que le témoin P0441 avait une place centrale pour le procureur puisqu'il pouvait établir la position d'autorité de l'assaillant et l'accès à l'information par M. Banda sur la planification et l'exécution de l'attaque. Des enquêtes du procureur ont révélé par la suite que P0441 n'était plus du tout crédible. Par conséquent, malgré l'importance de son témoignage, le procureur a décidé de ne plus se fier à son témoignage puisque ce témoignage ne pouvait plus être jugé crédible ou fiable. Son témoignage ne pouvait donc plus être retenu par le procureur. De même, le témoignage du témoin P477 a été perdu. P477 était également un témoin central du procureur, puisqu'il avait des témoignages directs sur l'objet de l'attaque et la position d'autorité de M. Banda. Son témoignage soutenait à l'époque le fait que M. Banda avait connaissance de la nature illégale de l'attaque. Cependant, suite au contact renouvelé avec le témoin, plusieurs craintes quant à sa crédibilité ont été relevées et il a par la suite refusé de garder le contact avec le bureau. Le bureau a donc conclu que son témoignage ne pouvait plus être retenu comme crédible. Par conséquent, l'une des principales sources de preuves permettant d'établir la raison de l'attaque, le caractère illégal de l'attaque et la connaissance par M. Banda de ce caractère illégal ont été perdues. Madame, Messieurs les juges, le procureur ne s'est pas contenté d'observer la situation, a essayé de combler le déficit. Par conséquent, le bureau a renouvelé les enquêtes. Des témoins qui avaient été précédemment entendus ont été recontactés, le cas échéant. Et de nouvelles pistes ont été relevées. Un exercice de cartographie exhaustif a permis d'identifier de nouveaux participants et témoins à l'attaque. Ces témoins potentiels ont été approchés lorsque possible, et en particulier des individus qui
auraient eu des témoignages clés quant à la planification de l'attaque. Plusieurs d'entre eux ont été questionnés. Madame la Présidente, Messieurs les juges, à ce moment-là, l'enquête a donc pris un tournant majeur, puisque le témoin P0512 a été localisé. Le témoin P0512 n'avait pas été questionné à l'étape initiale de l'enquête puisqu'il n'avait pas pu être localisé. Le bureau a par la suite pu obtenir son témoignage et établi que c'était un témoin crédible dont le récit a profondément modifié la nature de la preuve. Précédemment, le procureur s'était fondé sur le fait que les assaillants n'avaient pas tenté de joindre les représentants du gouvernement du Soudan. Et le témoin P0512 a décrit que les assaillants ont cherché les représentants du gouvernement, le capitaine Bachir. Ce témoignage a affaibli la thèse précédente du procureur quant au motif de l'attaque et a donné une explication raisonnable de la thèse de la défense. Dans l'ensemble, après avoir enquêté et réenquêté et après avoir tenté de combler les failles de sa thèse, le procureur a relevé que les témoins essentiels étaient soit décédés, non localisables, avaient refusé de coopérer ou n'étaient pas en mesure de fournir un témoignage qui pouvait combler les failles identifiées dans la thèse du procureur. En plus de ces défis, au cours des 15 ans qui sont passés depuis que la Chambre préliminaire a confirmé les charges, de nombreux témoins sur lesquels le procureur s'était fondé au stade préliminaire n'étaient plus joignables, plus coopératifs, ni disponibles pour le procès. Et ceux qui sont restés disponibles n'étaient plus crédibles ou fiables, et le procureur ne pouvait gérer leurs témoignages qu'avec précaution, surtout lorsqu'ils étaient la seule piste pour prouver certains faits. Madame la juge, messieurs les juges, ayant considéré tous ces faits et ayant tenté de renouveler ces enquêtes, le bureau a mené un examen interne en février 2023 impliquant des procureurs, des enquêteurs et des analystes expérimentés du bureau. Après réexamen, consultation, l'évaluation achevée en mars 2023 a conclu qu'il n'y avait pas de possibilité de condamnation de M. Banda sur la base de la preuve disponible. Au regard de ce fait, le bureau a jugé approprié d'apporter une garantie supplémentaire. Le procureur adjoint Nazat Khan a instruit qu'un examen indépendant soit engagé. Après qu'un conseiller externe a revu la preuve et soumis son rapport en septembre 2023, il a indiqué de manière indépendante dans son rapport qu'il était peu probable d'obtenir une condamnation. Madame, Messieurs les juges, après ces efforts extensifs d'enquête et d'analyse de la preuve, le procureur, finalement, en octobre 2023, a requis l'autorisation de la présente Chambre pour lever les charges retenues contre M. Banda. Vous vous rappellerez que la Chambre avait premièrement rejeté la requête en octobre 2023 demandant d'autres éléments. Parmi les raisons évoquées par la Chambre à l'époque, il y avait que M. Banda demeurait un fugitif
et le retrait a été rejeté une fois de plus en mars 2024. Madame, Messieurs les juges, après ce rejet, le bureau n'a pas cessé ses enquêtes. Au contraire, il a continué de rechercher des preuves qui pouvaient combler les failles identifiées pendant son réexamen. Tous ces efforts ont plutôt renforcé les conclusions du procureur. 2 témoins supplémentaires, P1840 et P0308, ont été identifiés comme potentiellement capables d'apporter une preuve directe de la planification de réunions qui aurait pu être pertinente pour prouver la nature illégale de l'attaque et la connaissance présumée par M. Banda de ce caractère illégal. Cependant, après leur entretien, en fin 2025, ces 2 témoins n'ont pas été à mesure de prouver le témoignage anticipé, la présence aux réunions, ni la connaissance du caractère illégal de l'attaque. Et en plus, un témoin se fiait sur des oui-dire d'une source non identifiée. Le 2e témoin a présenté des craintes de crédibilité. Donc, plutôt que de renforcer la thèse du procureur, ces nouveaux entretiens ont prouvé que toutes les pistes d'enquête avaient été épuisées. Vous vous rappellerez, Madame, Messieurs de la Chambre, qu'en octobre 2025, le Conseil de la Défense avait sollicité la conversion du mandat d'arrêt à l'encontre de M. Banda en une citation à comparaître. À ce moment, le procureur avait conclu que la présentation de M. Banda devant la Chambre était éventuellement imminente, se rappelant de l'instruction que une fois que M. Banda serait présent, les questions pertinentes seraient réexaminées. Le procureur a, à ce moment, pensant à l'épuisement des pistes d'enquête, refait sa demande à la Chambre de ne pas de revoir sa Chambre, sa décision autorisant le retrait des charges en novembre 2025. À ce moment, le procureur était d'avis que forcer M. Banda à se présenter au procès ne serait pas concluant puisqu'il ne pourrait pas prouver les charges. Le procureur pensait également que cela créerait des attentes irréalistes au sein de la communauté des victimes qui attendaient depuis plus d'une décennie le début du procès. Et le procureur se présente devant vous aujourd'hui dans la même position. C'est suite à ces soumissions du procureur et d'autres parties et participants qu'en juin 2026, la Chambre a autorisé le procureur à relever les charges contre M. Banda sans que cela n'ait un impact sur des poursuites éventuelles à l'avenir et après avoir fait une notification publique de ce retrait de charge. Madame, je repasse la parole à Madame Pronk-Jordan. Madam President, Your Honours. Madame la Présidente, Messieurs les juges, comme vous l'avez entendu de mon collègue depuis la confirmation des charges à l'encontre de M. Banda, des preuves substantielles du procureur ont été détériorées. Des preuves à des charges ont été identifiées et il n'a pas été possible d'identifier de nouvelles pistes d'enquête. Le procureur a donc conclu qu'il ne pouvait plus maintenir sa thèse. Le procureur prend note des observations critiques de la Chambre et sa décision d'autoriser le retrait des charges. Comme prévu par le statut de Rome, la responsabilité du procureur lui demande d'évaluer de manière indépendante
sa capacité à obtenir une condamnation. Après avoir évalué la crédibilité et la fiabilité des témoins, le procureur ne peut pas présenter le témoignage de témoins qui ne peuvent plus être jugés suffisamment crédibles ou fiables. Le procureur aujourd'hui ne choisit pas la voie la plus facile, mais la voie du droit et des responsabilités professionnelles. Ce faisant, nous remplissons nos obligations vis-à-vis de l'accusé et des victimes et nous souhaitons préserver l'intégrité des procédures. La justice demande non seulement de poursuivre les crimes les plus graves lorsque la preuve le permet, mais demande également l'intégrité du procureur de mettre un terme aux procédures lorsqu'après un examen exhaustif et précautionneux, les normes légales et éthiques ne peuvent plus être respectées. Le retrait des charges par le procureur n'empêcherait pas de renouveler ces charges au cas où des preuves suffisantes étaient identifiées à l'avenir. Notre travail dans la situation sur le Darfour continue pour les crimes actuels et passés au Darfour. Au cours de son enquête, le bureau a rencontré des victimes, des survivants. Nous les avons entendus. Nous avons appris le préjudice grave qu'ils ont souffert. Nous avons été témoins du courage remarquable dont ils ont fait preuve. Nos soumissions de ce jour ne diminuent en rien leur souffrance et la gravité des crimes allégués ou l'importance de leur quête de la justice. Je vous remercie. La juge présidente, la Chambre prend note des déclarations faites par l'accusation. Nous passons maintenant la parole aux représentants légaux des victimes. Your Honours, may it please. Madame la Présidente, Messieurs les juges, je vais vous présenter les observations orales des représentants légaux des victimes et je donnerai ensuite la parole au Conseil principal. Nous demandons aujourd'hui à la Chambre de noter le retrait par le procureur des charges contre M. Banda et par conséquent d'effectuer la clôture de la procédure dans cette affaire. Avec tout le respect que nous vous devons, cela ne clôt pas l'affaire. Cela referme un chapitre dans la vie d'hommes et de femmes qui attendaient depuis presque 19 ans que justice soit faite. Et pour eux, pour les victimes participant à la procédure contre le commandant Banda, il ne s'agit pas juste d'une étape de la procédure. Cela signifie la fin de l'espoir. Hannah Arendt, sur la base de sa propre expérience en tant que victime du fascisme et avec sa propre théorie politique, décrivait, et c'est bien connu, le droit d'avoir des droits, et je cite, le droit d'avoir des droits qui était en fait le droit humain le plus central, le plus essentiel. Et tous les systèmes participants de l'état de droit, tels que cette Cour, sont liés par ce droit et les promesses qu'il renferme. Et nos clients pensaient que la CPI représentait cette promesse. Quand toutes les institutions nationales les avaient laissés tomber, quand aucun gouvernement ne les protégeait véritablement, quand la violence leur avait ravi la santé, avait ravi leurs fils, maris et frères adorés et leur dignité, pendant toutes ces années, elles continuaient de croire que la justice internationale continuait de les regarder comme des êtres humains dont les souffrances importaient. Aujourd'hui, inévitablement, beaucoup d'entre eux vont se demander s'ils bénéficient vraiment de ce droit d'avoir des droits ou est-ce une vaine promesse. La justice demande toujours de la patience, parfois une patience extraordinaire, mais la justice demande aussi beaucoup de persévérance de la part de tous les acteurs.
Et dans ce contexte, les représentants légaux des victimes souhaitent rappeler à la Chambre sa décision publique suite à la demande du bureau du procureur de prendre acte de la non-coopération de la République du Soudan du 19 novembre 2015. Le 16 novembre 2015, le bureau du procureur avait demandé à la Chambre de prendre acte donc de cette non-coopération de la République du Soudan dans le cas Banda. Le procureur expliquait que le Soudan n'avait pas exécuté l'ordonnance de la Cour d'arrêter M. Banda et qu'il n'y avait aucun élément qui n'indiquait que le Soudan allait l'appliquer et appliquer de sa propre volonté le mandat d'arrêt. Le 9 novembre 2015, les représentants des victimes ont soumis un dossier soutenant la demande du procureur avec 4 annexes confidentielles contenant des lettres de victimes représentées qui soutenaient la réparation demandée. Et comme c'est d'ailleurs, cela apparaît dans la décision à la note de bas de page 3, les représentants légaux des victimes avaient recueilli plusieurs déclarations authentiques manuscrites de victimes et la Cour a fait suite à cette demande et la décision a été transférée à l'UNSC. Les voix et les appels des victimes ont donc leur place dans cette affaire et les victimes aujourd'hui particulièrement nous rappellent que la justice pénale internationale, elle existe précisément pour ces moments-là où le succès paraît impossible. Mesdames et messieurs les juges, toute décision judiciaire résonne au-delà des murs de la Cour. Toute décision envoie un message au monde extérieur. Quel sera le message envoyé par la décision d'aujourd'hui? Quels sont les messages que l'on souhaite envoyer vers l'extérieur? Le premier message, il semble peut-être un peu cynique, mais il sera entendu peut-être par les perpétrateurs de crimes et les accusés. Il sera peut-être entendu par tous les suspects. Ce message, peut être résumé simplement. Si on arrive à se soustraire assez longtemps à une arrestation, la justice baisse les bras. La fuite porte ses fruits. La responsabilité disparaît avec le temps. C'est un enseignement dangereux. Mais je crois qu'il faut le dire, il faut le faire entendre, puisque une justice qui prend du retard, une justice retardée, c'est peut-être une justice qui disparaît. Le deuxième message important, il sera adressé à l'Union africaine. Les victimes participantes à l'affaire Banda étaient des soldats de la paix de l'Union africaine ou de gens qui travaillaient pour eux. Ils ont été grièvement blessés, ils ont été handicapés à vie, leurs familles, leurs enfants, leurs veuves qui ont été même sacrifiés au camp Ashganita le 29 septembre 2007. C'était des hommes courageux au service de la mission de l'Union africaine qui ont risqué et sacrifié leur vie pour maintenir la paix au Soudan. 12 personnes ont perdu la vie. Quel est le message que nous envoyons à ces gens qui ont payé de leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour la paix? La CPI est-elle l'instance qui va effectivement les protéger et protéger les soldats de la paix? Et que disons-nous à tous ces soldats qui pensaient que leur sacrifice contribuerait à la justice? Leur courage, ils ont mérité qu'on leur dise que leur courage n'a pas été vain. Nous devons envoyer un message fort aux victimes participant à la procédure. Ce ne sont pas juste des numéros, ce ne sont pas des témoins numérotés, ce ne sont pas seulement des participants à une procédure, ce sont les véritables héros de cette affaire. Ils ont témoigné, ils ont coopéré avec le bureau du procureur et avec la Cour. Ils ont revécu des souffrances inimaginables. Ils ont cru en la loi au lieu de se tourner vers la vengeance. Leur patience est plus longue que la nôtre, leur courage est plus grand que le nôtre et leur foi a été plus solide que la nôtre. Mesdames et messieurs les juges, l'histoire se rappelle rarement des ordonnances de procédure. L'histoire se souviendra par contre de ce que défendent les institutions. Nuremberg n'était pas
tellement affaire de condamnation, avec un premier jugement rendu le 1er octobre 1946, ça fait 80 ans cette année. Il s'agissait surtout de déclarer que la loi mettait un terme à l'impunité, et la responsabilité de cette cour est la même aujourd'hui. Qu'il soit fait suite ou non à la requête de retrait d'aujourd'hui, l'histoire retiendra une question plus large. Est-ce que la Cour pénale internationale a été à la hauteur de cette promesse, de sa promesse qu'aucune victime ne serait plus jamais totalement seule? C'est la question qui sera entendue bien au-delà des murs de ce tribunal. Au nom de nos clients, 103 âmes de 6 pays, de 6 nations africaines différentes, victimes participantes à l'affaire Banda. Les représentants légaux des victimes souhaitent exprimer leur gratitude profonde à tous ceux qui ont consacré leur vie à cette affaire, le greffe, la Cour, nos collègues, et particulièrement le bureau du procureur, qui a travaillé depuis de nombreuses années pour honorer la mémoire des victimes. Mais je m'adresse au procureur maintenant. Vous ne pourrez honorer véritablement la mémoire des victimes que si vous continuez également à le faire dans le cadre de cet incident d'Ashkanita, parce que un retard dans la justice, cela atteint l'espoir, ça endommage l'espoir, mais lorsqu'on abandonne tout désir de justice, c'est l'humanité qui est blessée, et c'est le message que l'on veut envoyer aux victimes aujourd'hui. Et ce message, dans les mots de Benjamin Ferencz lui-même, doivent continuer de nous inspirer. N'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. Tel est le message. Je conclue ainsi mes observations et je donne la parole à Maître Hélène Cissé. Merci. En fait, nous avons tenu à ce que l'accent soit mis sur les souffrances réelles, l'attente, les espoirs des victimes, avant d'entrer sur le débat technique. Parce qu'en fait, on a l'impression que les victimes sont les orphelins de la justice pénale internationale, et en particulier dans cette affaire. Je voudrais, avant toute chose, remercier la Chambre d'avoir invité les représentants légaux des victimes de présenter leurs observations orales sur cette question du retrait des charges demandées par le procureur et autorisées sur des conditions et des circonstances très spécifiques. Dans la foulée et nous avons pu constater la volonté de cette Chambre de permettre aux victimes d'avoir une participation active, peut-être malheureusement plutôt au stade final depuis 2011 en fait. Donc, les observations que je souhaiterais simplement compléter, c'est de dire que dans la foulée de l'excellente présentation et de la situation contextuelle des victimes, il est important de garder à l'esprit que le droit d'avoir des droits, c'est avant tout le droit de les exercer pleinement, concrètement, au stade de la procédure appropriée, mais selon les intérêts et les besoins personnels des victimes aussi. Ces droits leur sont garantis par l'article 68.3 du statut de Rome, sur lequel, bien entendu, je ne reviendrai pas. Mais je veux dire tout simplement que le droit essentiel impliqué dans la procédure du retrait des charges demandées par le procureur de toutes les charges et accordé par la Chambre, c'est, comment dirais-je, une procédure qui est aussi au cœur des intérêts personnels des victimes, même si dans la tradition anglo-saxonne de common law, on a plutôt tendance à penser
que c'est entre les mains du procureur d'une procédure accusatoire que reposent les débats pratiquement exclusivement et que les victimes ont très peu à dire leurs mots. Or, comme la Chambre a eu à le souligner avec pertinence, le système ayant vocation à l'universalité de la Cour pénale internationale a accepté et intégré deux systèmes juridiques très différents. Le système de common law, purement accusatoire, et le système civil romano-germanique qui revêt un aspect plus inquisitoire, mais qui donne une participation plus effective aux victimes, y compris dans les matières de preuve. La conférence de mise en état, je le dis donc et je le répète, porte essentiellement et exclusivement sur l'autorisation qui a été donnée par la présente Chambre au bureau du procureur de retirer toutes les charges contre l'accusé. Nous avons eu à le dire et à le répéter. La conséquence automatique, c'est de dénier aux victimes le droit à un procès public. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'il est important que les représentants légaux des victimes fassent leurs observations sur les conditions dans lesquelles ce retrait des charges a été accordé. Nous avons constaté l'innovation de cette Chambre qui, contrairement à beaucoup d'autres décisions antérieures, n'a pas hésité à examiner non seulement les problèmes procéduraux spécifiques au retrait des charges et au pouvoir du procureur et de la Chambre, mais qui a insisté sur un point capital, c'est que, et il semble, et c'est pourquoi je souhaite le souligner, que ces aspects des décisions répétées de la présente Chambre ont été totalement occultés, oubliés par le bureau du procureur. À savoir que la Chambre a autorisé le procureur à notifier le retrait des charges, mais qu'elle a eu à rappeler ses décisions antérieures d'octobre 23, de mars 2024, selon lesquelles elle estime que, quant à la substance, la requête au fin de retrait des charges devant annuler toute possibilité de procès public n'était pas justifiée. La Chambre, même dans cette décision du 26 juin 2026, a répété qu'elle n'était pas d'accord avec le procureur et a répété qu'il existait de nombreux éléments pouvant constituer des charges permettant d'aller au procès. Évidemment, on n'a rien entendu de cela aujourd'hui. Mais ça, c'est important pour mesurer l'injustice que représente un retrait des charges alors que la juridiction saisie confirme et répète qu'il y a des charges qui permettent de poursuivre un procès. Et quelle est la motivation de la Chambre? Et c'est cela qui constitue vraiment un problème particulier. La Chambre, après avoir répété qu'elle n'est pas d'accord avec le bureau du procureur, parce qu'il existe bel et bien de nombreux éléments de preuve permettant de soutenir les charges, et je me réfère à toutes les indications données par la Chambre et les chambres antérieures, comme la Chambre préliminaire pour la confirmation des charges, la Chambre, lors de la décision d'octobre 2023, refusant le retrait des charges, du 6 mars 2024, refusant la considération. Cette fois-ci, quelle est la raison pour laquelle la Chambre a décidé d'autoriser le retrait des charges? C'est le motif suivant, et c'est cela qui désarçonne complètement les victimes, et elles ne peuvent pas le comprendre. Qu'une Chambre dise qu'il y a des charges qui existent, mais que le fait que le procureur décide de ne pas soutenir l'affaire
ne permet pas en réalité d'envisager un procès sans violer l'équité par rapport au procureur. D'abord, je soulignerai qu'alors que l'impact essentiel est porté par le déni du droit des victimes à un procès public, on ne dit rien sur l'injustice pour les victimes d'arrêter toute possibilité de procès uniquement parce que le bureau de procureur estime qu'il ne veut pas aller au procès parce qu'il estime qu'il il considère que les charges ne sont pas suffisantes pour entrer en voie de condamnation. Et là, nous pensons qu'il y a une injustice grave et qu'il y a également le non-respect, la défaillance du bureau du procureur dans les devoirs et obligations essentielles qui d'ailleurs ont été rappelés par la Chambre, qui découlent de l'article 54 du statut. Au terme de ce statut, au terme de cet article, et c'est cet article-là qui prévaut, et pas l'article 60 du règlement du bureau du procureur, qui d'ailleurs n'a même pas été pris en considération par la Chambre. Et cet article dit bien que le procureur a l'obligation de faire toutes les enquêtes possibles et nécessaires, de réunir tous les éléments pouvant aider la juridiction à déterminer s'il y a des bases pour la mise en œuvre de la responsabilité pénale de l'accusé comparant devant lui, en particulier en ce qui concerne les charges fondées sur l'article 8 du statut de Rome. Et c'est ça qui est important. Et ici, il est très important de souligner que même dans un système, malheureusement pour nous, représentants des victimes, et pour nous, venant d'un système romano-germanique, où moi-même, en tant qu'avocat de l'ancien président Hissène Habré au tout début de la procédure, j'ai pu constater le rôle déterminant des victimes dans le rapport des preuves lorsqu'elles sont allées au-dessous de la piscine pour ramener des éléments de preuve capitaux qui ont permis à la Chambre extraordinaire de l'Union africaine d'entrer en voie de condamnation. Donc je dis que c'est très important. Et je considère qu'on ne voit pas, d'abord qu'il y a un problème à éclaircir. En priorité, le droit au procès des victimes. Je ne parle pas des échanges qui précèdent le procès, mais le droit inaliénable, fondamental, sans arrêt répété par toutes les autorités politiques, juridiques du monde entier, le droit des victimes à avoir un procès, à avoir droit à un débat judiciaire. Et c'est de là qu'il s'agit. Pour demander le retrait de toutes les charges, le procureur, en fait, on n'arrive même pas vraiment à saisir quelle est sa position par rapport à ce droit au procès judiciaire et au débat. On sait seulement que le procureur dit sans arrêt qu'il considère qu'il n'y a pas suffisamment de charges pour entrer en voie de condamnation. Mais le droit au procès judiciaire, c'est quoi? C'est d'abord d'aller au procès. Et est-ce qu'on peut considérer que le procureur se donne le pouvoir, nonobstant les obligations très claires de l'article 54 du statut, de dire, en fait, il ne dit même pas « je ne vais pas au procès ». Il dit « je ne peux pas soutenir ». Mais le devoir du procureur, c'est de participer au procès judiciaire, de participer au débat judiciaire public, d'exposer ses convictions, quelles que soient ses orientations, même si c'est pour dire qu'il estime que les charges ne tiennent pas. Dans beaucoup de législations, les procureurs se lèvent et parfois disent « je ne vois pas d'éléments tendant à fonder la culpabilité de l'accusé, par conséquent, je demande la relaxe ou l'acquittement ». Ces mots n'existent pas dans le vocabulaire, mais la procédure est la même. Est-ce que l'on peut interdire tout procès public, qui est la finalité du droit des statuts à l'accès à la justice,
uniquement parce que le procureur continue à dire « Ah, je pense que je n'ai pas assez de preuves ». Non, il doit assumer ses responsabilités. Il va au procès. J'ai cru comprendre qu'on lui avait même suggéré d'aller au procès. Il va au procès. Il exprime ses convictions, y compris quand elles vont vers le sens qu'il estime qu'il n'y a pas matière à culpabilité parce qu'il n'y a pas suffisamment de charges. Mais il y a procès. Il y a un débat judiciaire. Les autres parties, les participants peuvent intervenir. Et comme l'a rappelé la Chambre, dans l'exercice de ses pleins pouvoirs juridictionnels, notamment de l'article 64, c'est la Chambre qui décide. Ce n'est pas le procureur qui décide, il n'y aura pas de procès, parce que je ne suis pas convaincue qu'il y a matière à procès. Il peut l'exposer, mais ce n'est pas à lui d'empêcher un procès, parce qu'il dit qu'il ne va pas soutenir. Et là, pour nous, c'est un aspect essentiel, parce qu'on n'arrive pas à comprendre même le contenu de la décision et le contenu des déclarations du procureur. La décision dit il n'y a pas de sens à aller à un procès quand le procureur refuse de soutenir le dossier. Mais en fait, si le procureur il a l'obligation d'exprimer ses réquisitions, ou, quel que soit le vocabulaire, même s'il estime qu'il n'y a pas matière à culpabilité. Donc, en fait, les victimes ne comprennent pas. Elles ressentent comme une profonde injustice le fait qu'on arrête toute possibilité d'un procès, tout simplement parce qu'on constate que le procureur considère qu'il n'y a pas assez de matière pour soutenir des charges. Il n'est pas dit expressément qu'il ne va pas aller à l'audience, qu'il ne va pas assumer ses responsabilités. Il dit qu'il n'y a pas assez de charges. Et la Cour répond, puisque le procureur ne veut pas soutenir, nous, on ne peut pas remplacer le procureur et les victimes non plus. Mais le problème, c'est quoi? C'est le droit au procès judiciaire public. C'est le droit du débat contradictoire sur les éléments de preuve et autres éléments de la situation contextuelle. C'est aussi le plein pouvoir juridictionnel inhérent à toute juridiction. Et en ce sens, peut-être que mon confrère développera, il y a des décisions du tribunal pénal international pour la Yougoslavie et du tribunal pénal international pour le Rwanda qui disent clairement qu'il est nécessaire de pouvoir donner plein effet, plein pouvoir juridictionnel qui est inhérent à l'impérium du juge. Et que même si ce n'est pas clairement stipulé dans les statuts fondateurs de la juridiction, si les juges estiment que c'est une nécessité vitale pour leur plein accomplissement de leur devoir, de leur pouvoir juridictionnel, eh bien, ils ont un pouvoir créateur. Et tout le monde le sait, la jurisprudence a un pouvoir créateur. Et je crois que la Cour pénale internationale est l'un des meilleurs exemples du pouvoir créateur jurisprudentiel des chambres, et parfois même pas dans le même sens. Vous voyez ? Donc, la question, elle est là. On est en face d'une situation où, et bien que le procureur le passe sans arrêt sous silence et semble l'ignorer, où il lui a été clairement dit par la juridiction qu'il y a des éléments pouvant soutenir les charges. Et même l'article 60 sur l'éthique n'a même pas été retenu. Donc on est dans une situation pour les victimes où la chambre qui rend la décision dit « Ah oui, il y a matière à poursuivre, il y a des charges, donc il faut continuer le procès ». Mais finalement, on ne peut pas le continuer parce que le procureur ne cesse de dire qu'il ne peut pas soutenir. Mais ça veut dire quoi? Le procureur, il va à l'audience, il exprime ses convictions, les autres parties et les participants et les victimes, en particulier les victimes à statut duel, qui sont nombreuses et qui pourraient donner des éclaircissements incroyables sur les accusations proférées par la défense contre la mission d'Ascanita, parce qu'ils étaient opérateurs eux-mêmes de radio, et ils savent ce qu'il en était de communiquer ou non avec le gouvernement du Soudan, puisque c'est ça l'essentiel pour la défense. Je dis qu'il y a là une incompréhension.
nous ne comprenons pas le raisonnement d'abord de la Chambre tenant à dire on autorise le retrait des charges, il y a des charges, mais on autorise le retrait des charges parce que le procureur ne veut pas soutenir ces charges. Mais est-ce que c'est compréhensible? Comment peut-on supprimer le droit des victimes qui ne cesse d'être proclamé par tout le monde? Tout simplement parce que le procureur ne veut pas justifier sa position dans le cadre d'un procès public. Et c'est là où nous disons qu'il y a pour nous une erreur dans le raisonnement, parce que je ne vois rien dans le statut de Rome qui permet au procureur de faire arrêter un procès avant même le procès, parce qu'il s'estime qu'il n'y a pas assez de charges, mais qu'il exprime au procès et qui permette un débat judiciaire. C'est ça la règle de l'état de droit. Et s'il y a une cour de laquelle les victimes, le public attend énormément sur l'état de droit, c'est bien ça. Donc nous estimons qu'il y a une erreur dans le raisonnement, parce qu'on ne voit pas sur quel fondement le seul fait que le procureur dise « Ah, je pense qu'il n'y a pas assez de charges », eh bien, il n'y a pas de procès. Non, il faut un débat judiciaire. Il faut permettre aux victimes qui, quand même, ont le pouvoir de présenter, même si elles ne se substituent pas. Mais la présidente Chambre a eu à le dire souvent. Certes, le procureur est le maître des poursuites, mais nous, juridiction, nous avons le pouvoir et le devoir d'estimer la force probante des éléments, de prendre en considération l'ensemble de façon holistique avant de prendre une décision. Et c'est ce deuxième point qui choque les victimes par rapport à ce retrait des charges, c'est que tous les éléments, pour la plus grande partie exposés par le procureur ce matin, ils ont été rejetés par la Chambre. Décision d'octobre 2023, 6 mars 2024, et il n'y avait que deux éléments nouveaux, 1840 et 308, P1840 et P308. Tout le reste, P477, P441, P512, avaient déjà été rejetés par la Chambre. Donc nous disons que nous estimons qu'il y a une erreur dans le raisonnement, parce que rien ne permet d'arrêter un procès simplement qu'avant le procès, le procureur estime qu'il n'est pas convaincu. Mais qu'il le dise dans le cadre du procès et que ça soit débattu. C'est cela. Et deuxièmement, nous avons compris que la Chambre a estimé que ça serait une violation de l'équité et de la justice par rapport au procureur. On aurait presque envie de dire « nul ne saurait se prévaloir de sa propre turbitude ». On ne veut pas comparaître à l'audience, on ne veut pas de débat, on ne veut pas de procès, mais ça ne peut pas être opposé comme argument de l'état de droit, des règles de l'état de droit, à des victimes qui ont tellement souffert. Et je le dis ici pour compléter mon confrère, dans ce document comportant les charges, le procureur n'a cessé de dire que bien qu'il n'y ait que pas trop de victimes par rapport aux crimes de masse auxquels on est habitué, il est vital pour l'avenir des missions de la paix, de maintien de la paix, que ces crimes de guerre soient jugés. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des milliers de cas dans un autre cas du Darfour qu'on expédie ce cas-là et tant pis pour les victimes. Non, tout être humain, toute victime a la même valeur. Et je dirais que dans l'état de tourmente de l'Afrique et du monde, dans l'état de difficulté et de non-respect du droit international actuel vis-à-vis même des missions de maintien de la paix, il est plus urgent et nécessaire que jamais de comprendre l'importance de cette affaire. C'est la première observation. La deuxième, donc, c'est les conditions. Donc nous estimons et nous sollicitons, nous souhaitons que la Chambre veuille bien nous autoriser à introduire une requête en reconsidération pour erreur dans le raisonnement, parce que dans les règles de procédure, nous ne voyons pas comment il est possible qu'on arrête un procès alors qu'on estime qu'il y a des charges, uniquement parce que le procureur, avant le procès, dit « Ah, moi, je ne suis plus convaincu ». Mais qu'il le dise et qu'il y ait un débat. Deuxièmement, il y a une injustice. Moi, je le dis, j'ai été tellement choquée de voir qu'aucune référence, pas un mot, par rapport à l'injustice que serait pour les victimes
de leur dénier le droit au procès. Par contre, ah non, on ne peut pas être injuste vis-à-vis du procureur. Mais le procureur, c'est son devoir. C'est son devoir. Les victimes, c'est leur droit au procès judiciaire public. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est ce que je voulais dire, et que donc on sollicite l'autorisation de faire une requête aux fins de reconsidération sur ces deux motifs, et nous sollicitons que la Chambre veuille bien nous donner un délai, parce que nous allons avancer tous les éléments nécessaires pour convaincre du bien fondé de cette procédure. Deuxièmement, donc, j'ai dit donc, la motivation de la Chambre, il faut le rappeler, et l'innovation, le caractère innovateur de cette Chambre par rapport au retrait des charges, quand on sait quelle est la jurisprudence dans la plupart des autres chambres, elle est il faut qu'on puisse être autorisé à expliquer qu'il y a matière à reconsidérer cette décision d'arrêter tout procès, tout droit au procès, uniquement parce que le procureur n'est pas coopératif, parce qu'il pense qu'il n'a pas assez de charges. Mais qu'ils le disent, qu'on permette au dual status témoin et aux autres témoins que nous avons entendus, qui peuvent vous dire sur des points techniques très clairs qu'il n'était pas possible d'avoir des contacts avec le gouvernement du Soudan, technique à l'appui. Donc nous disons que nous sollicitons de pouvoir faire cette requête de reconsidération pour injustice et pour quelque part un raisonnement qui ne correspond pas à la logique des textes des devoirs du procureur et du plein pouvoir juridictionnel de la Chambre dans son impérium. Et enfin, je terminerai juste pour dire qu'en ce qui concerne les expurgations,
Mais ce n'est pas la première fois que j'ai cette pensée. Mais ce dossier, au stade de cette affaire, j'en étais plus que jamais persuadée. Les expurgations. Mais quels sont les objectifs des expurgations? C'est de protéger la vie, la santé morale et physique des victimes et des témoins. Donc, il faut que ça soit lié directement, concrètement, à un risque concernant une victime ou un témoin. Mais dans beaucoup des cas ici, il n'y avait pas ce risque-là. Il y avait quoi? Il y avait donc la volonté de sauvegarder la coopération, c'est bien. De sauvegarder le secret avec les négociations entre le gouvernement et les autorités, c'est bien. Mais le fait de dissimuler, d'empêcher le public, les victimes, dans ce cas tellement complexe et tellement évolutif, où, pour parler familièrement, le procureur a tourné sa casquette, on ne sait même pas quand exactement, puisque jusqu'en 2022, 30 mai 2022, il disait qu'il n'y a pas à enlever le mandat d'arrêt. Donc nous disons qu'il est capital que la pratique des expurgations revienne à leur source originelle. Protéger un intérêt concret, une victime ou un témoin d'un danger concret, mais pas biaiser, oblitérer la compréhension par le public, par les victimes, de l'évolution de l'affaire, des éléments. Pourquoi le procureur a tourné casquette? Sur quelle base? Pourquoi, après avoir dit traiter le gouvernement du Soudan comme des criminels et que par conséquent Askanita pouvait être attaqué parce que c'était une target, c'était une Bon, je veux d'abord que le fait que le général, que Banda soit un général, soit connu, soit public, et ça c'est une fonction officielle. Bien sûr, on n'a pas produit les extraits de médias, mais il suffit d'aller dans Internet, et tout le monde sait qu'il est le général. Et c'est très courant. En Afrique, combien de rébellions sanglantes, de guerres sanglantes entre le pouvoir et les rebelles se termine par une négociation, par un partage du gâteau, parce qu'il faut dire ce que c'est, les délices du pouvoir, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de droit. Et tout d'un coup, le gouvernement devient un saint, l'accusé devient une victime, et les vraies victimes qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur raison, qui ont perdu leurs moyens de survivre, elles ne deviennent rien. Madame Sissi. Voilà, je voulais juste dire... Ah, OK. Counsel. Yeah. La juge présidente, j'ai donné des instructions très claires quant aux restrictions de cette audience et des débats. Je vous invite donc à revoir, de mettre un terme à vos remarques. Vous avez présenté, je pense, de manière exhaustive et très claire la position des victimes. Je vous en prie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous présente mes humbles excuses. Mais quand on est en contact avec les victimes et qu'on voit leur état, on ne peut pas s'empêcher d'être touché. Mais j'ai essayé de me cantonner au retrait des charges. Seulement au retrait des charges, mais pleinement, sous tous ces aspects, la problématique du retrait des charges. Donc j'en ai fini, Madame le Président, et je réitère mes excuses. Mais encore une fois, je me suis
focaliser sur le retrait des charges. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Sissi, and I thank the representatives of the victims. La juge présidente, je remercie les représentants légaux des victimes qui ont représenté aujourd'hui les victimes autorisées à participer. Nous passons maintenant à la défense. La défense. Je voudrais répondre à certains des points, à plusieurs points d'ailleurs. Et je demanderai ensuite à mon conseil, Thomas Oboff, de faire quelques brèves soumissions avant de conclure. Lorsque je suis venu ici aujourd'hui, Madame, Messieurs de la Chambre, je n'avais pas anticipé les propos sur l'Union africaine. Et ce que je peux dire de manière très respectueuse, c'est que nous sommes les victimes d'un ordre défaillant. Le statut de Rome était le premier traité indépendant auquel nous nous sommes joints pour des questions de droit international et nous y veillons de tout notre cœur. Dans les opérations de maintien de la paix, généralement, c'est le lieu de plusieurs atrocités. J'ai été le premier conseil au tribunal pénal international pour le Rwanda, pour la CPI en Afrique centrale. J'ai conseillé des gouvernements sur le continent comme avocat principal. Je suis chef traditionnel. J'étais devant le Conseil de sécurité le 11 février de cette année pour parler des facteurs culturels en droit international. Ceci dit, l'affaire qui vous est présentée est une affaire de responsabilité pénale individuelle. L'Union africaine ne s'est pas plainte ici. Elle se plaint des génocides d'Al-Fasher qui a exterminé plusieurs personnes et que nous luttons pour protéger. C'est ça l'objectif de l'Union africaine. De plus, Madame, Messieurs de la Chambre, au sujet de l'équité, c'était le juge Jackson qui disait que l'équité n'équivaut pas à la faiblesse. Et quand on considère les personnes accusées, on doit être juste envers elles. Sinon, nous-mêmes, nous empoisonnons nos affaires. Le procureur a reçu mandat par le statut de Rome de faire son travail. C'est ce que l'Afrique, l'Union africaine même, défend. C'est pour ça, après avoir vu la possibilité, l'éventualité de l'équité, d'une cour où il y aurait l'équité, qui respecterait leur indépendance, ou l'indépendance du judiciaire, des juges. Il est donc question de protéger jalousement et préserver cette indépendance, l'indépendance du procureur. C'est pourquoi l'Afrique continuera de défendre et respecter et protéger cette indépendance. Cette cour, ces juges, ces procureurs, nous continuerons de le faire. To protect and to L'Union africaine a pour but de protéger fermement, publiquement, la justice. C'est une institution sans visage qui fonctionnait précédemment par des écrits. Nous sommes d'accord avec le procureur dans ses écritures du 5 octobre 2023 lorsqu'il a dit, et je cite, « Le procureur est responsable en vertu du cadre de travail de la Cour de formuler les charges sur la base desquelles un accusé est présenté devant la Chambre. Il s'assure également que des enquêtes appropriées
et les crimes visés sont dans le respect des droits de la personne accusée, dans les circonstances particulières des victimes, des témoins. Et sur la base de l'article 60, si la preuve ne soutient pas les charges, il est de coutume de les retirer. Il y a quelques semaines, vous, chers juges, et le procureur avez clarifié le point des retraits et vous avez pris une décision de principe sur la base de laquelle vous agissez maintenant. Je ne sais pas si mes confrères ont lu les décisions que vous avez prises au sujet de la modification, de la clarification au sujet de ce retrait. Et ce retrait est conforme à la décision collective prise par l'ensemble des juges de cette cour. Madame, messieurs les juges, au sujet de cette affaire spécifique, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de me présenter devant vous et défendre les intérêts, les droits du général Banda. Vous avez permis cela et vous avez entendu le général Banda, entendu de sa bouche que je serai son représentant. Je l'ai été de manière fidèle, éthique, responsable. Lorsque vous avez permis que nous puissions le contacter, nous l'avons fait. Et nous pouvons dire de manière très claire que passé, mais la mission n'a pas été approuvée. Et le gouvernement n'a pas compris que nous avons travaillé pendant plusieurs années. La juge présidente, cher Conseil, veuillez revenir sur la question principale. Il n'est pas une question de réexaminer les entretiens ou les questions relatives à votre client. Nous traitons spécifiquement de la question du retrait des charges par le procureur. La défense. Mes excuses, Madame la Présidente, je voulais juste répondre à quelques soumissions qui ont été faites ici et qui ne concernaient pas le fond au sujet de la possibilité par le procureur de retirer des charges. Et des personnes à l'extérieur des victimes et même les universitaires en Afrique se diraient que des affaires ne pourraient plus être présentées devant la Cour puisqu'elles s'effondreraient même à la phase préliminaire. Et cela a été le cas. Le procureur a le droit de remédier à cette situation et ne présenter que des affaires pour lesquelles ils peuvent obtenir condamnation. Le procureur a ce droit. Et je pense que c'est l'occasion opportune dans l'histoire de cette cour que les gens sachent que le procureur poursuit uniquement lorsqu'il a des solides preuves contre des individus et que pour des affaires où le standard de la preuve n'est pas rempli, le procureur se retirerait. Ce sont des victoires pour cette cour. Et je pense que le procureur a exercé son droit de manière claire et motivée. J'ai écouté le procureur
s'adresser au Conseil de sécurité et il a avancé que des éléments à décharge lui avaient été présentés. Et après des autres données, l'Union africaine et d'autres sources. Je pense que nous devons donc respecter le pouvoir discrétionnaire du procureur. C'est ça l'objectif de tout chercheur de justice, l'objectif du statut de Rome. Il n'est pas question d'arriver au procès juste pour une démonstration publique. Ce serait du discrédit à la Cour, ce serait non éthique. Ce serait non éthique de le faire lorsque le procureur n'est pas sûr. Et ce n'est que le procureur qui peut prendre cette décision. Je crois que la décision a été prise. Je la respecte. Je félicite le procureur pour cela. Parce que même si on était arrivé au procès et que vous vous étiez rendu compte que la thèse du procureur ne tenait pas, vous lui aurez instruit de réexaminer sa preuve. Madame la Présidente, je ne vais pas m'étendre aussi longtemps que mes collègues. Je ne souhaiterais pas perdre le temps de la Cour. De manière respectueuse, je réitère mes remerciements au procureur et à vous de m'avoir donné l'opportunité de représenter le général Banda. Je remercie également les témoins. Certains sont là sous la protection de la Cour. Plusieurs qui se préparaient à le voir venir. Je vous remercie. Je remercie mon équipe. Je remercie le greffe qui a facilité nos contacts avec le général Banda plusieurs fois au fil des années. Il a toujours été volontaire de se présenter, mais il y a d'autres facteurs. Je remercie l'unité des opérations extérieures. Nous avons tenu plusieurs réunions. Je vous remercie. Et je vous dis que c'est une bonne journée pour la justice internationale. Je passe la parole à mon collègue, Maître Boff. Thank you, Your Honors. And following the guidance from the Chamber. Merci, Madame, Messieurs les juges. J'ai réduit mon propos de près de 80% suivant les instructions de la Chambre. Pour tous ceux qui nous suivent à distance, pour tous ceux qui sont présents dans la salle d'audience, je voudrais dire quelque chose très clairement. Les problèmes soulignés par mon confrère aujourd'hui sont des problèmes qui ont existé au fil des années. Ce ne sont pas de nouveaux problèmes. Quelques personnes sont certainement décédées, mais il y a des règles pour traiter ces points. Le règlement de procédure et de preuve prévoit tout cela. C'est du fait de la persévérance du bureau du procureur dans son enquête, dans ses recherches, qu'on en est ici aujourd'hui. Je remercie le procureur pour sa candeur, pour son professionnalisme. Nous avons travaillé depuis plusieurs années avec le bureau du procureur depuis que le chef et moi-même avons rejoint l'équipe en 2019. Ils ont toujours été disposés à nous répondre. Ils étaient ouverts dans la mesure du possible. Et ils ont maintenu un haut niveau de professionnalisme dans la gestion
de cette affaire dans leur contact avec nous, avec la Chambre, avec le greffe et même avec le général Banda. Je vous remercie, Madame la Présidente. La juge présidente, je vous remercie, Conseil. À moins qu'il n'y ait d'autres soumissions qui n'avaient pas été prévues, nous sommes parvenus au terme de cette audience. La Chambre a entendu les observations des uns et des autres, en a pris note. Le procureur prendra donc les démarches identifiées dans l'ordonnance de la Chambre. Et avant de lever la séance, je voudrais remercier le personnel de sécurité, le greffe, les transcripteurs, tous ceux qui sont présents dans la galerie du public et tous ceux qui nous suivent en ligne. L'audience est levée.